Bonjour à tous, vous êtes bien sur Public Sénat, c'est notre émission événementielle à l'heure du choix, plus que 3 mois en effet avant le premier tour de l'élection présidentielle. C'est notre face-à-face du mois de janvier, début 2012 donc. Aujourd'hui, le thème que nous avons choisi de traiter, c'est le thème de la sécurité, avec deux personnalités de premier plan, Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, et le président du groupe socialiste, soutien de François Hollande, François Rebsamen. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci à nos partenaires, Powedia, Séance Publique et l'école du CELSA, dont plusieurs étudiants qui sont ici vous interrogeront également tout à l'heure pendant l'émission. Mais d'abord, c'est la tradition dans cette émission, quelques questions d'actualité. Le grand meeting d'abord peut-être de François Hollande hier au Bourget. Je vais vous interroger, Claude Guéant, d'une façon un peu, je dirais, globale. Qu'est-ce que vous avez pu en penser? Peut-être que vous n'avez pas vu toutes les images, mais on en a beaucoup entendu parler aujourd'hui. Votre réaction? Ce discours était un discours qui, sur la forme, était de qualité et qui a su manifestement rassembler la famille socialiste. Sur le fond, ceci dit, ce que j'ai noté, c'est que ce discours s'adressait surtout à la gauche et beaucoup moins aux Français. Or, quelqu'un qui prétend devenir président de la République doit s'adresser aux Français. Je dois dire que je trouve insupportable que l'on dénie aux gens de droite le droit d'être républicain, le droit d'être attaché aux grands principes qui gouvernent notre pays. Par ailleurs, je crois que... Vous avez senti ça dans les propos de François Hollande? J'ai senti ça très nettement. J'ai relu ce discours tout à l'heure, c'est ce que j'ai ressenti. Or, le président doit être celui de tous les Français. J'ai ressenti aussi une volonté d'ignorer superbement l'intensité de la crise, à la fois dans sa genèse et dans les enjeux qu'elle met aujourd'hui devant les Français et devant les responsables. Et puis, nous restons aussi sur notre faim pour beaucoup de points. Nous restons sur notre faim parce que nous ne savons pas encore comment, par exemple, François Hollande compte équilibrer les finances publiques s'il est élu président de la République. Il a annoncé beaucoup de dépenses, il a annoncé aussi sa volonté d'équilibrer les finances, conformément aux engagements de la France pris devant l'Union européenne. Mais comment fait-il? Alors, François Rebsamen, plusieurs critiques, on vient de l'entendre. Je vous laisse répondre parce que vous étiez au Bourget. Oui, j'étais au Bourget, et avant de répondre aux critiques, je voudrais parler du discours lui-même, pour dire que ce discours était un discours fondateur, celui qu'a posé et qu'a fait hier François Hollande. C'est le discours d'un homme d'État qui a dépeint sa vision de la France et des Français. Parce que pour vous, ça rassemblait plus que la gauche comme... Il a un enracinement corrézien. Il fait un peu penser à François Mitterrand. C'est un homme qui connaît la terre, qui connaît la France. Et il en a parlé d'une très belle façon. Il en a parlé en citant la République et l'attachement que nous avons les uns les autres, la gauche, puisqu'on parlait de la gauche, la droite, elle peut le dire aussi, c'est pas le problème. Mais lui, il en a parlé à sa manière. Il a parlé de la liberté, il a parlé beaucoup de l'égalité. C'est un thème pour nous très important. De la fraternité, de la laïcité, de la solidarité. Il a donné sa vision et il a axé son discours sur 3 parties. Premièrement, le redressement nécessaire à notre pays. Ensuite, la justice, parce qu'il se veut le candidat de la justice. Et en la matière, excusez-moi de citer encore François Mitterrand, mais je sais que ça fait jamais plaisir aux hommes de droite quand je le cite, alors je le cite toujours avec plaisir. Quand les inégalités avancent, c'est la République qui recule, disait-il, et il a raison. Donc le candidat de la justice. Et puis, il a terminé avec cette espérance lucide qui fait qu'effectivement, nous connaissons la situation. François Hollande connaît très bien la situation budgétaire. Il faudra tenir des engagements, il faudra maîtriser les comptes publics. Et il a pris des engagements en la matière, ramener à l'équilibre. Et vous nous confirmez que jeudi de cette semaine, donc, on aura plus de détails sur le programme, le projet du candidat François Hollande. Et jeudi, vous aurez les propositions dans le détail et le chiffrage. Et son financement. Et le financement et le chiffrage du projet et des propositions de la plateforme présidentielle de François Hollande. Alors je voudrais qu'on s'arrête sur une mesure qui vous intéresse de près. Claude Guéant, François Hollande annonce que la loi sur la laïcité de 1905 devra être inscrite dans la Constitution. Vous avez dit, mais au fond, ce n'est pas la peine, puisque finalement,
finalement, ça existe déjà. Alors, il y a un peu une contradiction là. L'article 1er de notre... C'est un débat, hein, vous pouvez... L'article 1er de notre Constitution dit clairement que la République est laïque. Par ailleurs, les principes de la loi de 1905 ont été estimés par le Conseil constitutionnel comme étant de valeur constitutionnelle. Donc je ne vois pas très bien ce que pourrait apporter cette inscription, ou y a-t-il des intentions que nous ne connaissions pas? Oui, il n'y en a pas. L'engagement de François Hollande, en matière de laïcité, tous les engagements que l'on pourra prendre seront les bienvenus. Et l'article 1er de la loi de 1905 rappelle que la République assure la liberté de conscience et garantit, il faut le dire encore, le libre exercice des cultes. Et c'était la peine de l'inscrire dans la Constitution. Oui, l'article 1er et l'article 2 doivent figurer dans la Constitution. C'est notre engagement, mais ça ne doit pas gêner des républicains dans une république laïque. Il y a beaucoup de textes dans notre droit positif qui traitent de la laïcité, et très franchement, je ne vois pas ce que cela apporte, mis à part sans doute que ça mettrait un terme au régime spécifique du Concordat en Alsace. Je ne vois pas ce que ça apporterait. Mais ça apportera beaucoup parce que la laïcité, elle a toujours besoin d'être rappelée et définie sans adjectif. Et donc, nous, quand on parle de la laïcité, on parle de la laïcité. Et on la définit. Elle est très bien définie par l'article 1er et l'article 2 de la loi de 1905. C'est tout à fait mon sentiment. Mais la laïcité, il faut aussi la faire vivre. Et la faire vivre, c'est par exemple adopter la loi qui interdit le port du voile intégral sur la voie publique. Je pense que ça aurait été bien que tous les partis politiques se rejoignent dans le vote de cette loi. La laïcité conduit aussi à interdire les prières de rue, dont je note qu'un certain nombre des représentants du Parti socialiste ont considéré que ça ne gênait personne. Je pense que ça gêne la laïcité. Les prières de rue gênent la laïcité, et effectivement, il vous appartient en tant que ministre de l'Intérieur de faire respecter la loi. C'est ce que j'ai fait, nonobstant... Alors, autre question d'actualité, M. Guéant. Vous avez dissous ce matin un groupe islamiste qui prône la lutte armée pour des motifs religieux. Je crois savoir que c'est une première, c'est une décision lourde, importante. Est-ce que ça signifie que vous êtes inquiet et est-ce que cette décision-là, elle repose en fait sur quoi? Non, la décision n'est pas prise, elle relève du Conseil des ministres. Et nous sommes dans un état de droit. J'ai donc adressé au groupe en question un courrier lui indiquant mes intentions et lui demandant de s'expliquer avant que la décision ne soit prise. Nous sommes dans une procédure contradictoire. Ce groupe, effectivement, qui s'appelle les Cavaliers de la Fierté, prône l'instauration du califat en France, prône le règne de la charia. Très franchement, nous ne sommes pas prêts à accepter cela. Ce groupe forme aussi des personnes à l'entraînement physique, paramilitaire, pour le cas où ce serait nécessaire. Je reprends les expressions qui sont utilisées. Ça, c'est quelque chose qui vous inquiète? C'est quelque chose qui n'est pas admissible dans notre République. François Rebsamen, demain vous êtes éventuellement ministre de l'Intérieur, vous auriez pu prendre le même genre de Je n'ai aucune décision. remarque à formuler. Je pense qu'en la matière, les informations dont vous disposez vous permettent de prendre cette décision, de la proposer, et je n'ai rien à y redire. Autre décision, et ce n'est pas tout à fait de même nature, vous voulez expulser un imam d'une mosquée du 11e arrondissement à Paris qui a tenu des propos qui également vous choquent. C'est en cours? Oui, là aussi, il y a une procédure contradictoire. C'est une procédure qui n'est pas exceptionnelle, puisque l'an dernier, une dizaine de personnes ont été expulsées, dont déjà un imam. Mais effectivement, ce monsieur dit de façon très publique qu'il convient de fouetter à mort la femme adultère. Là aussi, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Pour être bien clair et pour bien se faire comprendre des téléspectateurs, ces deux décisions n'ont rien à voir, à vos yeux, et d'après ce que vous pouvez en savoir, avec des menaces de terrorisme, par exemple? Non. Non, non. D'accord. Alors, on en vient, ça fera la transition à notre thème consacré ce soir à la sécurité. Je voulais vous demander un petit peu à tous les deux, est-ce que vous avez l'impression que ce thème de la sécurité, qui avait marqué les esprits dans la campagne présidentielle précédente de 2007, est-ce que vous avez l'impression que cette fois-ci, c'est un thème qui va être très important, ou est-ce qu'au fond, la crise financière, économique et sociale, en fait, balaye tout et domine tout? Peut-être François Rebsamen d'abord. On voit bien qu'effectivement, notre pays est confronté à une crise économique, à un taux de chômage record, près de 10% de chômage, et que la précarité s'étend, puisque près de 8 millions de personnes sont aujourd'hui considérées comme étant dans un état de précarité. Donc c'est clair que la première préoccupation des Français, c'est le chômage. C'est ce chômage endémique de masse qui frappe aujourd'hui toutes les familles.
Est-ce que pour autant le problème de sécurité est gommé? Non, parce qu'il concerne la vie quotidienne des Françaises et des Français. Mais je ne le sens pas comme le thème premier de la campagne. J'avancerai un élément pour qu'il y ait un débat. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, le président de la République, son ministre de l'Intérieur sont confrontés au bilan, à leur bilan. Or, leur bilan, c'est pour moi le constat d'un échec. Et donc, quand on a comme bilan un échec, on ne va pas uniquement faire campagne sur cela. D'ailleurs... Pardon de vous interrompre, oui, est-ce qu'à gauche, pendant très longtemps, on a souvent lié crise économique, crise sociale et, par exemple, montée de la délinquance? Est-ce que vous, qui êtes un socialiste, on va dire, réaliste sur ces questions-là, est-ce que vous faites ce lien ou pas? Mais bien sûr qu'il existe. Mais bien sûr, je ne vais pas nier une grande divergence avec M. Guéant sur ce sujet. Je ne vais pas nier l'approche sociologique de la délinquance. Il est clair que quand il y a une situation économique très difficile, quand il y a une montée de la précarité, du chômage, il y a plus de délinquance que quand tout va bien dans le pays. Mais pour autant, ça n'excuse ni les délinquants, je voudrais le dire ici, ni les délinquants, ni n'empêche le ministère de l'Intérieur de lutter contre la délinquance et aux policiers de faire leur travail. Donc, vous, Claude Guéant, voilà mon analyse. Vous liez délinquance et crise. Est-ce qu'au fond, vous séparez bien les choses? Vous ne faites pas forcément de lien? François Rebsamen évoquait une divergence fondamentale d'approche entre nous sur les questions de sécurité. Effectivement, il y a une divergence fondamentale. Les plus hauts responsables du Parti socialiste ont coutume de dire que l'insécurité, c'est d'abord le résultat de la violence de la société. Ce qui signifie qu'en fait, on excuse par avance les responsables des crimes et des délits. Je ne veux pas dire que le Parti socialiste ne veut pas lutter efficacement. Mais ceci dit, on ne peut pas lutter efficacement contre la criminalité et la délinquance si on part de ce postulat. C'est très clair. Et d'ailleurs, les conséquences, le Parti socialiste les tire, par exemple en voulant mettre un terme aux peines planchées, qui sont un élément efficace de la lutte contre la récidive, parce qu'après tout, quelqu'un qui se manifeste plusieurs fois dans le renouvellement des mêmes actes après une première condamnation, c'est quand même quelqu'un qui mérite une sanction particulière. Le Parti socialiste veut réduire le nombre de places de prison. Je ne veux pas dire que la prison soit la seule réponse que l'on puisse faire, bien entendu. Supplémentaires d'ici 2017. Non, pas 80 000 supplémentaires, 30 000 supplémentaires pour arriver à 80 000, ce qui est un petit peu différent. Vous avez raison de préciser. Alors, cela étant, vous me permettrez, Gilles Leclerc, quand même de m'insurger avec une certaine solennité contre les propos de François Rebsamen qui dit que le bilan de Nicolas Sarkozy en matière de sécurité est un échec. Je voudrais dire que l'année dernière, nous avons enregistré 678 000 faits de délinquance et de criminalité de moins qu'il y a 10 ans. Je veux bien que ce soit un échec, mais je ne comprends plus rien. Enfin, c'est quand même aller dans le bon sens que de réduire d'une telle proportion. Ça fait 17% de moins. Vous n'êtes pas d'accord avec les chiffres, en fait? Non, bien sûr, mais bon... on en reparlera un petit peu. Allez-y. Répondre sur deux... C'est un échange, encore une fois, allez-y. Sur deux ou trois points. Pourquoi c'est un échec? Parce que vous nous dites... Vous portez comme responsabilité la société. Bien sûr que la société a une influence, personne ne peut le nier. Seuls ceux qui n'ont pas une vision de notre société peuvent dire le contraire. Mais nous, je pourrais vous dire, et je le fais, quand vous annoncez, quand Nicolas Sarkozy annonçait délinquance, tolérance zéro, la vérité, elle est très éloignée de ces incantations. Et donc, vous avez créé un décalage très fort entre une attente, quasiment une certitude. Nous allons lutter contre la délinquance. Vous le faites, nous le faisons, tout le monde veut le faire. Mais en même temps, vous aviez annoncé tolérance zéro, délinquance quasiment zéro. La vérité, c'est qu'il y a une augmentation des faits qui touchent la vie quotidienne des gens. Les violences physiques ont augmenté, vous le savez, de 20%, 21% depuis 2002. Vous savez très bien que les cambriolages l'année dernière ont augmenté de plus de 50%. Vous avez aussi d'autres augmentations. Donc vous avez un décalage entre la vie, ce que ressentent les gens et ce qu'ils constatent dans les déclarations. À cet égard, si vous le permettez, M. Guéant, vous pouvez aller faire campagne dans les quartiers de la politique de la ville pour aller leur dire que la délinquance a diminué aux gens. Vous allez voir comment ils vont vous répondre. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Parce qu'ils savent, quartiers où ça diminue. Parce qu'ils savent très bien que la vérité n'est pas celle-là. Ils savent que ce n'est pas celle-là. Vous avez cité des chiffres. Vous avez cité les chiffres, on peut faire dire beaucoup de choses aux chiffres. Moi aussi, d'ailleurs, on peut faire dire beaucoup de choses aux chiffres. Mais il y a une vérité aujourd'hui, qui est celle-là, c'est que le sentiment
que la délinquance ne recule pas dans un certain nombre de quartiers de la politique de la ville, voire empire, il est là, il est concret. Vous savez très bien que la police refuse maintenant d'enregistrer un certain nombre de plaintes. Monsieur Pechnard, dans une interview dimanche, a dit qu'il y avait 500 000 plaintes en moins. Mais dans les 500 000 plaintes en moins, il y a beaucoup de plaintes qui ne sont plus enregistrées, qui sont transformées en main. On va peut-être laisser répondre M. Guéant. Voilà, sur ce point. Oui, plusieurs points. D'abord, je voudrais effectivement dire à François Rebsamen que ce qu'il dit fréquemment en dénonçant le bilan de Nicolas Sarkozy s'agissant des violences physiques est inexact ou mérite une large précision. Il est vrai que depuis 2002, les violences physiques aux personnes ont augmenté de 22%. C'est exact. Cela étant, il y a deux types de violences physiques aux personnes. Il y a les violences familiales et du cercle rapproché, et puis il y a les violences crapuleuses, qui sont celles des voyous. Donc vous dites que les violences crapuleuses ont reculé. Les violences crapuleuses ont reculé de 10%, et je trouve le Parti socialiste assez gonflé de nous faire la leçon, alors que pendant les 5 ans qu'il était au pouvoir, les violences crapuleuses ont augmenté de 60%. Par ailleurs, écoutez, M. Rebsamen, il suffit de lire les chiffres. À l'époque, c'est vous qui les faisiez, donc j'imagine qu'ils devaient être vrais. Hein, là, on voit qu'il y a une vraie différence sur les chiffres, en tout cas leur interprétation. Une vraie différence, mais je pense que c'est important que les Français le sachent, parce qu'on entend effectivement les représentants du Parti socialiste dire toujours c'est l'échec, en déniant la réalité des chiffres. De la même façon que sur le sentiment de sécurité qu'il évoquait, qu'est-ce que nous avons pour nous fonder? Une enquête de victimation qui a été faite par un organe indépendant, l'Observatoire de la délinquance et des réponses pénales, et cette enquête montre bien que le sentiment d'insécurité ne progresse pas. Ce sont des choses quand même qu'il faut avoir. Alors, à ce point du débat, précise. justement, pour avancer un peu, on va regarder ensemble, si vous le voulez bien, ce petit comparatif que nous avons fait faire, avec d'un côté ce qu'a fait le gouvernement en la matière depuis 5 ans, et également les propositions socialistes. Explication, Mounir Soussi. Un texte phare illustre l'action du gouvernement de ce quinquennat, la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite LOPSI, clé de voûte des réformes mises en chantier, comme les peines planchées, le renforcement de la lutte contre la cybercriminalité ou le développement de la vidéosurveillance. Sur ce point, le ministère de l'Intérieur estime à 35 000 le nombre de caméras en service sur le territoire. Dans son projet, le Parti socialiste préfère les policiers aux caméras. François Hollande veut créer 5000 postes dans les rangs des forces de l'ordre, déployés dans des zones de sécurité prioritaires au plus près des citoyens. Une initiative qui ressemble aux unités territoriales de quartier installées par le gouvernement depuis 2008. Les UTEC, renommées Brigades spéciales de terrain, ont repris le rôle de la police de proximité supprimée en 2002. Afin de renforcer la réponse pénale face à la délinquance des mineurs, les 16-18 ans peuvent être jugés par un tribunal correctionnel spécifique depuis le début de l'année. Le PS, lui, souhaite conserver et développer les centres éducatifs fermés ou renforcés, complétés par des centres de discipline et de réinsertion. Pour les adultes, 13 000 places de prison ont été construites ces dernières années. L'UMP en promet 80 000 à l'horizon 2017. Malgré toutes ces mesures, le sentiment d'insécurité n'a pas baissé depuis 5 ans. La délinquance reste une des préoccupations principales des Français, selon l'Observatoire national de la délinquance. Alors, on va rentrer évidemment dans le détail de toutes ces mesures, également de ce qu'a fait le gouvernement, mais d'abord peut-être une question un peu plus générale. Il y a eu un certain nombre, on va dire, entre guillemets, d'affaires récentes, l'IGS, la police des polices, un livre consacré à Bernard Scarsini, l'espion du président, avec beaucoup de plaintes d'ailleurs dans tous les sens. Est-ce que ça reflète, je dirais, un malaise, un problème de morale à la tête de la police ? Comment vous interprétez, M. Guéant, tout ce qui peut se passer à la tête de la police en ce moment? Les affaires sont très diverses. Oui, elles ne sont pas de même nature. Le terme affaire. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il me semble grave pour la démocratie et même l'état moral de notre pays que des affaires qui sont instruites par la justice soient soudainement instruites sur la place publique avec des éléments tronqués, partiels, avec des approximations.
Je crois que lorsque la justice est saisie, il faut la laisser faire. Nous avons une bonne justice, nous avons confiance dans notre justice, laissons-la faire. Prenons l'affaire dite de l'IGS. Oui. Bon, qu'est-ce que nous avons en l'espèce? De toute façon, une manipulation. Suspicion de trafic de par titres exemple, de séjour. On met en cause le préfet de police de Paris au motif qu'il aurait joué un rôle. Quand on regarde l'histoire de cette affaire, il n'était même pas en fonction. On me met en cause, un député socialiste m'a mis en cause, qui m'a mené à le poursuivre en diffamation, alors que cette affaire, je l'ai découverte dans le journal. Bon, il y a de la manipulation derrière tout ça. Quand vous dites manipulation, ça veut dire période électorale, ça veut dire... je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a François de ça. Rebsamen. Alors j'ajoute que le précédent directeur de l'IGS, l'actuel des directeurs de l'IGS démentent. 3 fonctionnaires de l'IGS qui sont nommément mis en cause démentent ce qui s'est passé et portent plainte en diffamation. Bon, leur parole est tout aussi crédible que celle de ceux qui affirment qu'il y a eu quelque chose d'anormal. Mais encore une fois, la justice est saisie. La justice n'a fait qu'une mise en examen dans cette affaire, qui est d'ailleurs celle d'un fonctionnaire qui participe à l'organisation de cette diffamation. C'est intéressant de le savoir. Laissons-la travailler. Malaise ou pas, François Rebsamen? Est-ce qu'il y a un malaise? En tous les cas, il y a concomitance d'un certain nombre d'affaires de nature différente, j'en conviens. Et il y a assurément quand même une réflexion à avoir sur les autorités de contrôle. Sur les autorités de Vous dites contrôle. qu'il y a un problème d'éthique, il y a... Non, il y a une organisation, je pense, à revoir sur les autorités de contrôle. Ce qui est clair, M. Guéant, effectivement, il faut laisser la justice faire son travail. J'en suis bien conscient. Et donc, il n'y a pas de manipulation, puisque c'est la justice qui travaille. Moi, je vous ai posé des questions en vous demandant si vous étiez informé. Vous avez répondu à côté. Vous pouviez me dire que vous ne l'étiez pas. Et par exemple, il faut revoir... Je l'ai fait dans l'hémicycle de la même façon. Mais il faut revoir, par exemple, l'organisation de l'IGS. Ce que je constate, c'est qu'il y a des policiers qui ont été sanctionnés dans l'affaire de l'IGS. Il y a des policiers qui ont été sanctionnés, que ces policiers, a priori, ont été blanchis et qui n'ont pas été réintégrés. Donc c'est tout ce que je fais comme constatation. Pour le reste, la justice fera son travail. Mais je demande pourquoi ces fonctionnaires. Moi, à mon avis, sur l'affaire de l'IGS, mais après tout, j'ai le droit d'avoir un avis, d'extrapoler. J'ai pensé qu'il y avait eu sûrement un excès de zèle, mais je ne sais pas à quel niveau il s'est situé. Il y avait un excès de zèle. On a voulu effectivement salir la vie professionnelle d'un certain nombre de policiers qu'on disait proches de la gauche. Voilà, mais la justice nous dira la vérité et on en saura plus bientôt. Alors, pour le reste, ce sont des affaires de nature différente. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des affaires qui sont en cours actuellement avec la justice, notamment sur l'utilisation de ce qu'on appelle les fadettes. Notamment sur l'utilisation de ce qu'on appelle les fadettes, qui ne sont pas, j'en conviens, des interceptions téléphoniques. Mais cette recherche au plus haut niveau de l'État de moyens de toucher quelqu'un, cette atteinte aux sources journalistiques m'inquiète. J'ai le droit de le formuler comme cela. Et c'est bien pour cela que il faudra garantir encore plus, si nécessaire, la sincérité, la protection des sources des journalistes. Parce qu'il n'est pas convenable, sous prétexte de protéger je ne sais quoi ou je ne sais qui, de savoir et d'enquêter sur, à partir de fadettes, de s'intéresser à la vie privée des gens, etc. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet de manière assez simple. Bien. Alors, oui, enfin, je crois que la réflexion de François Rebsamen est intéressante. C'est vrai que le respect du secret des sources des journalistes est consacré par la loi et c'est un principe auquel nous adhérons tous. Il y a d'autres principes, c'est pas je ne sais quoi, c'est le respect du secret de l'instruction. Bon, les services ont utilisé un moyen juridique qu'ils estimaient valide, qui est en cours de discussion. Pour ma part, d'ailleurs, je crois que, compte tenu de l'innovation technologique que représentent les téléphones mobiles, la possibilité d'avoir des fadettes, c'est-à-dire des factures détaillées, de déceler la réalité des échanges de communication et pas leur contenu. Il y a un besoin d'une adaptation des textes dans ce domaine. On verra, effectivement, je le pense aussi. Mais enfin, je rappelle que normalement, pour faire des interceptions, elles doivent être faites après accord de la commission et la personnalité qualifiée. Sauf que ce n'est pas une interception en l'occurrence. Oui. D'accord. Alors il y a eu beaucoup de réformes depuis 2002, les lois LOPSI, LOPSI 2 notamment, avec un certain nombre de mesures, par exemple le rapprochement police-gendarmerie, le principe des polices d'agglomération. Sur les effectifs, juste un mot, peut-être l'un et l'autre. 16 000 suppressions de postes entre 2009 et 2013. Alors, si François Hollande est demain président de la République, est-ce qu'on va augmenter à nouveau les effectifs au sein de la police et de la gendarmerie ?
Il y a eu Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, a bénéficié, entre guillemets, de ce qui avait été fait précédemment par Daniel Vaillant en matière de recrutement, les premières années. Depuis 2007, on n'a pas l'air tout à fait depuis 2007, il connaît très bien, en matière de justice également, depuis 2007, il y a des suppressions de postes régulièrement. Encore cette année, dans la loi de finances, c'est plus de 3300 postes qui sont supprimés. Il est clair que moins de présence policière sur le terrain, c'est moins de dissuasion. Et ce que les gens demandent, puisqu'on parlait tout à l'heure du ressenti des gens, c'est de voir des policiers, d'avoir une présence. Alors, parce que, pour des raisons idéologiques, Nicolas Sarkozy a supprimé la police de proximité sans essayer de l'adapter et de la faire bien fonctionner, en la taxant de tous les maux, comme si la police de proximité n'était pas en charge de faire des interpellations. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont aperçus qu'ils avaient fait une erreur, à mon avis. Et donc, depuis 2007, ils essayent, ministre de l'Intérieur après ministre de l'Intérieur, de remettre des policiers sur le terrain sous des formes nouvelles qui s'apparentent à de la police de quartier. Sur la question quand même des effectifs globaux. Je vais répondre. Les brigades spéciales de territoire et maintenant les patrouilleurs. Donc il y a une recherche. Sur les effectifs globaux, ce que François Hollande a dit, ça sera précisé jeudi, c'est qu'il va, dans la mesure du possible, je le redis, en fonction, sur la durée du quinquennat, créer 5000 postes, pas uniquement dans la police d'ailleurs. Donc 5000 postes en 5 ans, sur 5 ans. Police, justice et gendarmerie. Police, gendarmerie, justice. Comment? On verra, il précisera tout ça jeudi. Mais ça veut dire qu'il va falloir les financer. Donc, mais donc bien ça veut dire qu'on en supprime ailleurs. Bien sûr. Ou comment on peut financer en période de crise? C'est le pari que nous ferons et c'est la présentation qu'en fera François Hollande dans sa présentation globale. Donc on n'est pas ad vitam aeternam condamné à l'austérité, on n'est pas condamné à ajouter de l'austérité à l'austérité, et s'il y a des priorités à donner, je pense que notamment je le dis ici, la justice est une priorité sur laquelle des efforts doivent être faits. Claude Guéant, sur ce point, cette proposition... S'agissant de l'héritage, je voudrais dire que lorsque Nicolas Sarkozy est arrivé au ministère de l'Intérieur en 2002, il a constaté que l'application des 35 heures de la police équivalait à la destruction de 8000 postes. C'est ça l'héritage que nous avons trouvé. Il y a eu des créations nombreuses entre 2002 et 2007, et puis c'est vrai, il y a des suppressions d'emplois depuis, parce que les contraintes budgétaires sont là, et qu'il y a un impératif absolu qui est le rétablissement de l'équilibre des finances de la France. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nonobstant cette diminution d'emplois, eh bien, premièrement, la délinquance n'a cessé de reculer, parce que nous ne sommes pas condamnés à l'immobilisme, nous pouvons faire en sorte de dégager des marges de progrès, nous pouvons dégager des effectifs sur des tâches qui sont secondaires. Par exemple, nous avons réduit de façon importante les effectifs de la gendarmerie mobile et des compagnies républicaines de sécurité. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ordre public nous apparaît moins prioritaire dans une société démocratique comme la nôtre que la sécurité quotidienne des Français. Et puis par ailleurs, eh bien, nous arrivons aussi, grâce à cette modernisation incessante, grâce à ces innovations de méthode, à faire en sorte que la police soit plus présente sur la voie publique, et même la Cour des comptes l'a reconnu avant que nous mettions en œuvre des moyens supplémentaires importants. Mais s'agissant des 5000 supplémentaires qui sont proposés par François Rebsamen à l'instant, je me demande comment ça se concilie avec le propos de François Hollande hier qui disait que toutes les créations d'emplois dans l'éducation nationale se feraient par redéploiement. François Hollande n'a pas dit qu'il créerait, enfin tout au moins c'est pas ce que j'ai lu, il a dit qu'il affecterait 5000 personnes supplémentaires, policiers supplémentaires, dans des quartiers prioritaires. Est-ce que c'est par redéploiement intérieur de la police? Est-ce que c'est par création d'emplois? Et si la création, comme de toute façon il n'y aura globalement pas de création pour l'ensemble de la fonction publique, je pose la question de savoir sur quel autre corps de fonctionnaires les effectifs sont pris. Vous savez, aujourd'hui on a une règle assez simple qui s'applique mécaniquement et de manière brutale et injuste, c'est le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite. Et François Hollande a dit également qu'il allait mettre fin à cette règle systématique. Ça sera le cas dans le domaine de la police, de la justice. Et donc, à partir du moment où c'est cela, à effectif constant, on a des effectifs supplémentaires. On peut en même temps créer des postes... De toute façon, oui. On le fera, et il précisera tout ça dans sa proposition, on le fera en fonction des possibilités budgétaires. Mais on peut avoir un objectif, on peut avoir un horizon quand même. Il faut rétablir de la présence humaine policière sur le terrain. C'est une priorité. Nos
nos concitoyens le demandent. Donc, essayons d'y répondre. C'est bien pour cela qu'au cours du dernier trimestre, et c'est bien entendu poursuivi en 2012, j'ai mis l'équivalent de 4000 policiers et gendarmes supplémentaires sur la voie publique. Cela étant, il y a un problème de crédibilité pour les Français. Ils ont besoin de savoir, M. Rebsamen a raison de dire, il faut toujours une vision, de toute façon, pour le fonctionnement d'un service et a fortiori pour le fonctionnement d'une société. Mais est-ce que c'est crédible ou non ? C'est ça. Est-ce que ça fera 5000 de plus ou ça fera pas 5000 de plus? Mais on vous a dit qu'il y aurait la création de 5000 postes dans le domaine de la police, de la justice et de la gendarmerie. Donc voilà, ce n'est pas ce qu'a dit M. François Hollande hier. Premier point. Deuxième point, je répète la question. Sur quels emplois seront trouvés ces emplois dans la police? Mais on le précisera, et il n'est pas question aujourd'hui, pour moi, de vous dire on va supprimer des postes dans tel secteur, puisque en plus on va aussi créer des postes dans l'éducation nationale. Oui. Voilà. Mais j'arrive mal à comprendre comment on crée en supprimant. Mais vous verrez. C'est un mystère. Ce qui me permet de vous dire au passage, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de suppression aveugle de postes. Tout le 1 sur 2 est précédé d'études très fines de fonctionnement des services. Oui, et souvent, on arrive à ce constat que l'on peut réduire les effectifs, donc réduire les coûts et améliorer le fonctionnement des services. On peut toujours améliorer le service public de la sécurité, la police nationale de tous les services et la gendarmerie. Et de tous les services, j'en suis bien d'accord. Mais quand le directeur général de la police nationale dit, en parlant de son ministère, il faut arrêter les suppressions parce qu'on est à l'os, c'est pas moi qui parle, c'est lui qui a dit ça. Et donc je me dis, il est temps d'arrêter aussi et de voir comment on peut faire pour remettre des effectifs sur la voie publique, parce que c'est le but recherché. Une mesure très lisible pour tous les citoyens. La vidéosurveillance, ça s'est considérablement développé avec apparemment des résultats. Ça, c'est pas quelque chose qui vous choque et vous continuerez dans cette voie ou pas du tout? Ça ne me choque absolument pas. J'ai mis en place à Dijon des systèmes de vidéoprotection, mais pour que ça fonctionne, c'est pas la panacée, je voudrais le dire ici. On ne peut pas couvrir les villes, d'abord, ça coûte très cher, on ne peut pas couvrir les villes de caméras sur la voie publique. Donc il faut que ça fonctionne en liaison avec la police nationale, il faut que ça fonctionne en liaison avec la justice, il faut qu'il y ait un comité d'éthique qui vérifie, indépendant, qui puisse vérifier effectivement qu'il n'y a pas d'utilisation des images qui sont ainsi récoltées, parce que rien ne serait pire, ou rien n'est pire, que d'avoir un centre de vidéosurveillance et pas de réponse en face. Et donc, pour qu'il y ait une réponse, il faut que ça soit fait en coordination complète entre les communes. Et là, on est confronté à cette difficulté de ce que j'appelle, moi, le stop and go, c'est-à-dire une décision, le retrait, une décision, le retrait. Je vous indique que sous le gouvernement de M. Raffarin, les crédits concernant l'installation de la vidéoprotection ont été supprimés en 2005. Ils ont été réinstaurés, tant mieux. Ils ont été réinstaurés à hauteur de 50% pour le financement et l'investissement. Mais les frais de fonctionnement de cela, parce que s'il n'y a personne derrière les écrans, c'est pas la peine d'en mettre. Les frais de fonctionnement, ils sont à la charge des communes. Et là, il y a une inégalité, bien évidemment, très forte entre les communes. Il y a des communes, souvent celles qui en ont le plus besoin, qui ne peuvent pas, parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Et puis il y a des communes, il n'y a jamais des communes très riches, mais il y a des communes qui sont plus aisées, qui ont plus de moyens. Et donc cette inégalité territoriale, elle fait qu'il y a une inégalité des citoyens devant la sécurité. Et c'est contre ça aussi qu'il faut se battre. Mais sur le principe, au fond, c'est plutôt consensuel, cette mesure. Moi, la vidéoprotection ne me gêne absolument pas. C'est absolument consensuel avec M. Rebsamen, qui, je n'hésite pas à le dire, a dans sa ville de Dijon une coopération qui est tout à fait exemplaire avec la police nationale. Et il fait des choses bien, comme la vidéoprotection. Cela étant, la vidéoprotection est encore contestée par beaucoup de responsables socialistes. Or, c'est quelque chose qui est extrêmement utile. D'abord, ça peut apporter la preuve judiciaire en cas de besoin. Il y a des maires socialistes, d'autres que François Rebsamen, qui refusent. Pour des raisons de principe et pas pour des raisons financières. L'État, d'ailleurs, apporte, comme il le disait, une subvention qui peut aller jusqu'à 50% à l'équipement. Et puis, la vidéoprotection a un autre très grand avantage, c'est qu'elle est les yeux de la police sur la voie publique. C'est-à-dire que là où il y a une caméra, eh bien, on n'a pas besoin d'avoir un homme. Et c'est très intéressant parce que dès lors que les images arrivent à un centre de supervision, il est possible de déceler les situations qui vont dégénérer. Le trafic de drogue qui est en train de se créer, les affrontements entre bandes qui sont en train de se préparer. C'était une démultiplication des moyens de la police qui est tout à fait considérable. Permettez que j'ajoute un mot. Oui. Je voudrais dire à M. Guillaume, mais il le sait, que ce n'est pas un problème pour les socialistes ou pour les gouvernements socialistes, puisque le premier qui a mis de la vidéosurveillance, c'est vrai que c'était devant les entrées de préfecture, mais c'était quand même de la vidéosurveillance. C'était Pierre Joxe, quand il était ministre de l'Intérieur en 1984-85, pour supprimer les gardes statiques et remettre des policiers sur le terrain, vous voyez.
Ce que nous continuons à faire. François Rebsamen, je voudrais vous interroger sur cette phrase, parce qu'au PS, on dit, au fond, il faudrait passer de la culture du chiffre à la culture de résultat. Au fond, ça veut dire quoi pour ceux qui nous regardent ? Moi, je préfère présenter, si vous le permettez, une vision plus globale. Parce que avec Nicolas Sarkozy et Claude Guéant, on est passé de la culture du résultat aux cultures du chiffre. Alors donc, moi, les cultures, je m'en méfie. Ce que je voudrais dire, c'est que nous prônons une approche globale qui commence par la prévention. Parce qu'en matière de sécurité, tout commence par la prévention. Oui, tout commence à l'école. Tout commence à l'école. Il faut renforcer l'encadrement dans les quartiers de la politique de la ville. Je n'ai pas le temps de développer, mais je pourrais le faire. Il faut avoir plus de médiateurs, il faut avoir plus d'éducateurs. Et ça, c'est aussi le rôle des mairies. Et donc, il faut passer un nouveau contrat avec ces collectivités. Elles y sont prêtes, j'en suis sûr. Et puis, il faut de la dissuasion. C'est la présence policière sur le terrain et un peu nécessaire de vidéoprotection. J'en conviens. Puis, il faut de la sanction. Parce que c'est là où s'arrête, malheureusement, le rôle du ministre de l'Intérieur. Après, c'est la justice qui agit. Et la justice, c'est le manque de moyens aujourd'hui. Elle est le parent pauvre en France. Elle est le parent pauvre des ministères. Sachez que si on regarde les budgets, le budget du ministère de la Justice, c'est le 37e budget dans les classements de ce qu'un pays affecte à sa justice, derrière l'Azerbaïdjan. Je pense à ça parce qu'on vient de parler de l'Arménie ici au Sénat. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire en la matière. Et là, il faut répondre. Il faut répondre. Pourquoi j'ai dit on commence par la prévention? Parce qu'elle était belle, cette phrase de Victor Hugo, quand même. Quand on ouvre une école, je suis sûr quand même, vous voyez, c'est ça la vérité. On ferme une prison. Voilà. Sur ce point, je rejoins tout à fait François Rebsamen sur la nécessité d'une politique de prévention. Et nous développons des politiques de prévention qui sont très importantes, qui sont financées très lourdement. Prenons, j'étais ce matin à Mantes-la-Jolie, dans le quartier du Val-Fouret. Il y avait un exemple de rénovation urbaine qui est vraiment formidable, qui fait plaisir à voir, parce que ce n'est pas seulement de la rénovation du bâti, mais c'est beaucoup d'actions sociales, d'actions d'insertion dans la société, d'actions d'insertion dans la formation professionnelle et dans l'emploi. On a consacré à ça 13 milliards qui génèrent pas loin de 50 milliards de travaux. C'est dire qu'on fait beaucoup. Donc vous êtes bien d'accord avec moi que la société, elle a par son action en prévention une action sur la délinquance. Je dis que si on part de ce postulat, on ne peut pas lutter efficacement. C'est assez différent de ce que vous venez de me mettre dans la bouche. Mais cela étant, il est clair qu'il faut, dans une société, éliminer tous les facteurs de tension, et puis faire en sorte, c'est notre devoir, et pas seulement pour des raisons de sécurité, faire en sorte que les gens aient plus de chances dans la vie et soient plus heureux. Ça, je suis bien d'accord. Mais je dis simplement, et je le répète, que dès lors qu'on part du postulat que c'est la société qui génère l'insécurité, eh bien forcément, on excuse ceux qui commettent des actes d'insécurité. Je ne suis pas dans la politique de l'excuse, je voudrais le dire ici clairement. Mais on se ligote les mains. Non. En matière de lutte contre la drogue, et je parle par exemple de la consommation de cannabis, Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur, et lui, pour la dépénalisation, vous préconisez plutôt des contraventions. Est-ce que là, j'imagine, il y a une vraie différence là, entre vous? Claude Guéant, comment vous regardez cette proposition de François Rebsamen? Faut-il dépénaliser la drogue douce, en l'occurrence le cannabis? Non, je ne suis pas pour la dépénalisation du cannabis, parce que c'est d'abord, avant même d'être un problème de sécurité, un fléau sanitaire qui est tout à fait considérable. On a coutume de dire que le cannabis est qu'une drogue douce. Ça a été relativement le cas dans un passé qui est déjà lointain. Aujourd'hui, compte tenu de l'augmentation de la teneur en principes actifs qui sont présents dans le cannabis est devenu une drogue dure. Et d'ailleurs, un certain nombre de pays qui se sont montrés libéraux quant à son usage sont en train de faire machine arrière. Alors ensuite, il y a un débat supplémentaire qui peut naître. Est-ce qu'il faut aller à la contraventionnalisation? Bon, moi je dis que si on va à la contraventionnalisation de la consommation, on se prive totalement de la possibilité de mettre à mal les réseaux. Parce que si on ne passe pas par les consommateurs, on ne peut pas remonter dans les réseaux. Alors, comment on peut faire? De toute façon, nous sommes d'accord sur la nécessité de démanteler les réseaux de drogue qui sont aujourd'hui actifs, les caïds qui s'installent dans les cités, etc. et qui génèrent une économie souterraine.
même des fois une économie qui remplace l'économie réelle, malheureusement. Donc nous sommes d'accord pour lutter contre ces réseaux de trafiquants. Mais moi je considère, je suis parti de, on a déjà eu ce débat avec Claude Guéant, moi je considère que c'est une charge aujourd'hui trop lourde pour les peines qui sont appliquées. On en est convenu d'ailleurs. Après, il faut voir la forme. Mais 142 000, aujourd'hui, 142 000 constats de consommation à usage personnel. C'est celle-là dont je parle, hein, de cannabis. Je ne parle pas d'autres drogues. Vous dites que ça supprimerait 150 000 procédures par an? Peut-être pas 150 000, non, je voudrais dire des choses plus précises. Peut-être pas 150 000, il y a 142 000 procédures, elles ne sont pas toutes liées au cannabis. Celles qui sont liées au cannabis, on a du mal à les comptabiliser. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a très peu de peines en face. Très peu de sanctions et très peu de peines. La contravention, c'est une sanction. Donc moi je propose plutôt d'avoir un arsenal qui n'est pas appliqué, d'avoir une sanction réelle, la contravention. La contravention qui peut être de 2e ou de 5e catégorie. Il y a eu un texte qui a été voté ici au Sénat, une loi qui a été votée et qui prend en compte la santé publique, parce que vous avez raison sur ce point-là, puisqu'il y a, suivant la récidive, 2e arrestation ou la 3e, il y a une aggravation des peines possibles. Et donc voilà, c'est une proposition pour désengorger un peu la justice, le fonctionnement de la justice, on revient toujours à cela, la justice qui aujourd'hui met un temps trop long pour prononcer les peines, parce que c'est souvent un an et demi dans certaines juridictions pour être convoqué. Et puis après, il n'y a pas de greffier. Il n'y a que là où il y a 10 greffiers dans les pays du nord de l'Europe, on en a 1 ou 2 en France. Et en plus, à Dijon, on a l'école des greffes. Ça me plairait beaucoup qu'on renforce le nombre de greffiers. Et que fait l'État aujourd'hui? Il vend une partie des terrains de l'école des greffes à Dijon. Donc c'est quand même incroyable. Alors, à ce point du débat, je voudrais qu'on écoute aussi d'autres points de vue, notamment de partisans d'autres candidats à l'élection présidentielle. On va écouter dans l'ordre Pierre Laurent pour le Front de gauche, Jacqueline Gourault qui soutient François Bayrou, sénatrice centriste, et puis Jean-Vincent Placé pour les Verts qui soutient Eva Joly. Vous allez voir que le thème, encore une fois, de la police de proximité revient. On écoute. Je crois qu'il faudrait redonner à la police son rôle de service public de proximité en créant les emplois dans les quartiers qui en ont besoin pour assurer une police de proximité qui retrouve le lien avec la population. Réaffirmer immédiatement le rôle régalien de l'État dans le domaine de la sécurité. Et donc, clarifier ces relations qui sont devenues ambiguës avec les maires. Notre mesure prioritaire serait le rétablissement de la police de proximité. En effet, nous croyons beaucoup à la prévention, à la médiation. Nous ne croyons pas du tout, et d'ailleurs les chiffres le démontrent, à la politique répressive du gouvernement et uniquement répressive et uniquement sécuritaire. Et aujourd'hui, on voit l'échec de tout ce qui a été fait, aussi bien sur les UTEC, sur les BST et aujourd'hui sur le dispositif de patrouilleurs de la police nationale. Claude Guéant, donc on en a déjà parlé un peu de la police de proximité. Je voudrais qu'on démarre quand même peut-être par l'autre question sur les polices municipales. Hein. Jacqueline Gourault disait, au fond, police municipale, police nationale, on ne sait plus très bien qui est armé, qui n'est pas armé. Est-ce que, au fond, ça fonctionne bien à votre sens aujourd'hui? Et on laissera répondre François Rebsamen. Il y a des conventions de coordination qui existent entre la police nationale et les polices municipales. D'ailleurs, j'ai proposé au Premier ministre, et le texte a été publié voici quelques jours, un décret qui modernise ces conventions de coordination. Les polices municipales sont créées à l'initiative des mairies, enfin à l'initiative des conseils municipaux. Ne l'oublions pas, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me refuse à réglementer les polices municipales au nom de l'État. Il y a un principe constitutionnel qui est celui de la libre administration des collectivités locales. Il faut le respecter. Cela étant... Est-ce que les citoyens font la différence aujourd'hui, François Rebsamen? J'observe en tout cas que la synergie qui existe entre police municipale et police nationale est souvent très productive. Les polices municipales se consacrant davantage à la tranquillité, à la lutte contre les incivilités qui angoissent aussi nos concitoyens. Et c'est un très bon équilibre qui a été trouvé. C'est pas un peu ça, une police de proximité, François Rebsamen? Mais ça peut servir de police de proximité suivant les conventions qui sont passées entre la police nationale et la police municipale. Mais le problème, c'est qu'effectivement, Claude Guéant a raison, ça relève des conseils municipaux, des maires des conseils municipaux. Et il y a une différence sur l'ensemble du territoire. Certaines villes n'ont pas de police municipale.
Dans l'ouest de la France, il reste 2 ou 3 villes, grandes villes, oui, qui n'ont pas de police municipale. D'autres ont des polices municipales armées. Certaines dont les tâches sont souvent à la limite de la police nationale. Et puis d'autres, c'est quand même la majorité, ont des polices municipales qui s'attachent à résoudre les problèmes de tranquillité publique, d'incivilité, et qui dégagent ainsi la police nationale des tâches indues. Enfin, c'est comme ça que je trouve les choses, quoi. Alors, on va retrouver nos amis étudiants du... parle de la police de proximité. Si, allez-y, bien sûr. Oui. On a déjà un peu parlé tout à l'heure, non, mais allez-y. On va pas gommer ça. La police de proximité, il faut en parler, parce que c'est un terme, c'est une expression qui reste populaire dans l'esprit des Français. Je dirais même que c'est la vertu de cette politique, c'est qu'elle a trouvé une expression qui plaît aux Français. Est-ce qu'il y a un petit mea culpa dans votre... Non, pas du tout. Je suis pour une police de présence, mais ce que j'observe, c'est que quand on a mis en place la police de proximité, la délinquance a explosé. Et François Rebsamen contestera peut-être, mais c'est dû notamment à une raison très précise, à 2 raisons. D'abord, la dispersion des effectifs qui ont été installés dans tous les coins des villes. On a multiplié les implantations immobilières, si bien que les effectifs ont été stérilisés sous prétexte de facilité de dialogue avec la population. Et puis, je suis désolé de le dire, la fonction répressive de la police, c'est-à-dire la fonction d'interpellation et de déferment à la justice, a été négligée au profit de la qualité des relations avec la population. Là, il n'y a pas la même approche. Non, il n'y a pas la même approche. C'est vrai que les gens attendent le retour de cette police de proximité. Et s'ils en attendent le retour, c'est pas uniquement parce que le mot plaît, c'est parce que c'était une présence. Je voudrais juste dire que ce n'est pas vrai de dire que la délinquance a explosé en raison de la police de proximité, puisque c'est en zone gendarmerie que la délinquance a le plus, les chiffres ont le plus augmenté en 2000, 2001 et 2002, une partie. Tout simplement, il n'y avait pas de police de proximité dans la zone de gendarmerie. Nous avons eu un débat sur le même thème, et vous me l'avez dit, vous m'avez surpris. Depuis, j'ai vérifié. Eh bien, je vous invite aussi à vérifier, ce n'est pas exact. Eh bien, je vais vérifier pour voir si c'est exact. Vous allez vérifier la vérification. La délinquance a beaucoup augmenté en zone de police. Alors, on retrouve Oriane Mancini. Oriane, vous êtes avec nos amis étudiants du CELSA. Vous êtes à côté de David pour une première question. Tout à fait, Gilles. David qui a 26 ans et qui souhaiterait vous poser une question sur le rôle de la communication pour lutter contre l'insécurité. Bonjour, ma question s'adresse à M. Rebsamen. Est-il possible de combattre le sentiment d'insécurité qui reste un ressenti subjectif, voire irrationnel, autrement qu'avec une bonne communication? Ma réponse, c'est que je pense que nous avons tous fait collectivement, aujourd'hui, nous n'avons pas assez associé la population à la lutte contre la délinquance. Donc je propose que dans des nouveaux contrats locaux de prévention de la délinquance, c'est une forme de communication, le diagnostic de sécurité locale, le diagnostic de sécurité publique soit fait avec la population. Et je propose qu'il y ait régulièrement des retours d'expérience pour vérifier si les préconisations qui ont été mises en œuvre correspondent aux attentes de la population. C'est une réponse que j'essaie de vous donner sur la communication. Je pense qu'il n'y a pas de meilleurs experts de leur propre vie que les citoyens eux-mêmes. Alors, Oriane, vous êtes à côté de Farah. On va parler immigration et délinquance. Tout à fait, une question qui s'adresse particulièrement à vous, Monsieur le Ministre. Farah, qui a 22 ans et qui vous pose donc une question sur un éventuel lien entre immigration et délinquance. Alors, Monsieur Guéant, la presse vous accuse souvent, je cite, de draguer les électeurs du Front National. Est-ce que vraiment vous validez ce lien entre sécurité et immigration? Et si ce n'est pas le cas, comment expliquez-vous ces accusations? Écoutez, moi je ne fais pas de théorie, je suis pratique. J'ai un travail qui est de faire reculer la délinquance dans l'intérêt de toutes les personnes qui habitent en France, les Français et les étrangers qui sont installés chez nous, je le précise. Ce que j'observe dans des statistiques qui ne sont pas des statistiques du ministère de l'Intérieur, mais des statistiques du ministère de la Justice, que un peu plus de 13% des personnes qui sont condamnées sont des personnes de nationalité étrangère. C'est un pourcentage qui est en augmentation, selon vous? Je ne sais pas, donc je ne le dis pas. J'observe qu'un peu plus de 13% des condamnés sont des personnes de nationalité étrangère. Dans le même temps, la population étrangère en France, la population légale bien sûr, est de 4,6%. Donc j'en déduis qu'il y a une surreprésentation dans la délinquance des personnes de nationalité étrangère. Ça saute aux yeux, et ce qui amène à prendre des décisions spécifiques. Oui, vous avez annoncé des textes
à venir? On pourra encore légiférer, par exemple, sur ce type de questions d'ici l'élection? Écoutez, c'est en cours. Le rapport est en train d'être établi à l'Assemblée nationale et le gouvernement fera en sorte que ce soit voté parce que c'est quelque chose qui est important pour la sécurité. Bon, nous accueillons des étrangers chez nous. Nous faisons tout pour que les relations entre les étrangers et puis les Français soient de qualité, que nous vivions les uns et les autres dans une société apaisée. Mais on n'a pas à venir en France pour y commettre des délits. Quand on vous dit ça pourrait être à ce moment-là, avec d'autres mesures, peut-être une double peine, vous répondez non, ce n'est pas une double peine, puisque le texte qui est envisagé, c'est d'appliquer cette mesure, sous réserve de l'appréciation du juge, qui peut toujours y déroger, bien entendu, à des personnes qui sont en France depuis peu de temps et qui, par conséquent, n'ont pas de liens familiaux, etc. Les textes sur la double peine continuent à s'appliquer d'ailleurs. Ça sent mauvais. Ce genre de remarques, je n'y peux rien, M. Guéant. Mais c'est pas sain, c'est ça que je veux dire. C'est pas sain de chercher ces liens et tout. Combattons la délinquance, sanctionnons les délinquants, mais allez utiliser l'argument des étrangers. Vous savez très bien que dans une société comme la nôtre, ces propos-là, vos propos, ont une influence sur les gens. Vous savez très bien que d'autres partis, c'est pas le vôtre, d'extrême droite, tiennent les mêmes propos. Et c'est en ce sens que ce procès vous est fait, peut-être à tort d'ailleurs, je vous laisserai vous expliquer là-dessus, mais je considère que ce lien, cette analyse que vous faites, laisse penser que vous avez un problème avec l'étranger. Je ne parle pas de la circulaire que vous aviez prise, vous avez été obligé de retirer, mais je voudrais dire, là, bien sûr, parce qu'elle choquait tout le monde, y compris le monde économique, y compris le monde économique, y compris les directeurs d'école. Vous pouvez répondre à M. Guéant. Oui, alors je m'arrête là. Mais non, mais c'est l'amalgame qui est fait à partir de ces propos-là. Moi, j'essaie de pas le faire, mais je vous le dis, c'est comme ça que c'est perçu. C'est comme ça qu'on dit que vous draguez les voix du Front National. Il faut dire les choses clairement. Écoutez, il faut être pratique. Moi, j'ai un job, c'est d'essayer de lutter contre la délinquance. J'observe ce que je disais à l'instant, qu'il y a une surreprésentation étrangère dans la délinquance. Il y a des raisons, vous m'expliquerez, effectivement, mais c'est comme ça. Bon, je prétends qu'un étranger qui est accueilli chez nous, qui a vocation à s'intégrer, à y vivre durablement, n'a pas à y rester s'il verse dans la délinquance. Il n'est pas là pour ça. Et d'ailleurs, ce faisant, il ne fait pas la preuve, la démonstration de son aptitude à s'intégrer. Si c'est un étranger qui est en situation régulière, c'est celui-là dont on parle, en France, s'il commet un délit, eh bien, il doit être sanctionné. Il est sanctionné, mais vous n'allez pas renvoyer chez eux, parce que vous recréez la double peine. Le texte qui est en préparation vaut pour les personnes susceptibles d'encourir des peines supérieures à 3 ans. D'accord, mais vous mettez toujours des barrières comme ça, puis après c'est 2 ans, puis après c'est 1 an. Ça veut dire que c'est des gens qui ont commis des fautes particulièrement lourdes et qui, de surcroît, n'ont pas d'attache. C'est le contraire de ce que disait Nicolas Sarkozy au début, c'est bien la double peine. Non, pas du tout, puisque je vous ai dit que le texte sur la double peine demeure, que le texte sur la double peine interdit que l'on puisse renvoyer chez lui quelqu'un qui a commis un délit, mais qui a des attaches en France, qui a créé une famille, etc. Le texte demeure. Une question à présent, grâce à nos amis de Powedia, une question enregistrée. On va écouter Vladimir qui s'interroge sur la délinquance des mineurs. On l'écoute. J'aimerais savoir quelles sont les lignes directrices des deux côtés de la politique à l'égard de la délinquance des mineurs. Alors, Claude Guéant, délinquance des mineurs, si Nicolas Sarkozy est réélu, s'il est candidat, est-ce qu'on peut s'attendre à des mesures supplémentaires ou est-ce qu'au fond le dispositif qui existe déjà est suffisant ? De votre point de vue. Il y a déjà bien des mesures qui ont été prises, et j'observe d'ailleurs que François Hollande, hier, a rendu hommage d'une certaine façon à Nicolas Sarkozy, puisqu'il veut créer davantage de centres d'éducation fermés, qui sont une innovation de notre gouvernement voici quelques années. Cela étant, clairement, il faudra aller à un toilettage, à une modernisation du code pénal des mineurs. Bon, tout le monde parle de l'ordonnance de 45. L'ordonnance de 45, d'abord, elle a beaucoup vieilli. Ensuite, elle a été ravaudée quasiment chaque année. D'autre part, elle n'est pas le seul texte que s'il s'applique aux mineurs, il y a besoin de cohérence, de rassemblement dans un ensemble qui soit vraiment organisé. Et les spécialistes du droit le réclament d'ailleurs, y compris les magistrats. Mais ce que je souhaite, c'est des choses extrêmement simples. C'est que la justice des mineurs permette de réagir
c'est-à-dire qu'elles réagissent très rapidement au nom de la société face à des actes de délinquance commis dans des mineurs pour qu'on sauvegarde leurs chances de réinsertion, pour que très vite ils soient remis dans le droit chemin. Et je crois que lorsqu'on arrive à la sanction pénale, eh bien, il faut que la justice des mineurs aille beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut savoir qu'entre la commission d'un acte et la décision d'une cour d'assises des mineurs, il y a une moyenne de 5 ans qui s'écoule. C'est 2 ans de plus que pour la justice des majeurs. Or, on sent bien qu'il y a des jeunes à sauver, il y a des jeunes à remettre dans le droit chemin. Il faut que dès qu'ils font quelque chose de travers, si vous me permettez cette expression, la justice réagisse et leur dit reprends le droit chemin. Il faut changer les textes là-dessus, sur la délinquance des mineurs? Non, c'est pas la peine. On a assez changé les textes, on a assez créé de confusion. Mais je suis d'accord avec les conclusions de Claude Guéant. Il faut agir vite, notamment quand un mineur, n'oublions jamais que c'est un enfant, notamment quand un mineur commet son premier acte de délinquance. Et c'est là où il faut très rapidement, il faudrait sous 5 jours en réalité, qu'il y ait un traitement proportionnée, bien sûr, à l'acte, une sanction proportionnée à l'acte, parce qu'elle est exemplaire, et elle évite la récidive. Le seul moyen, d'ailleurs, on le voit dans les pays qui arrivent à cela, qui arrivent à faire cela. Les pays de l'Europe du Nord sont très intéressants en la matière, le Canada aussi, vous le savez. Et donc, quand on arrive à avoir une sanction proportionnée à l'acte, très rapidement, elle a une valeur exemplaire. Mais 1 an après, elle n'a plus cette valeur. Et pendant ce temps-là, du temps s'est écoulé et la récidive a pu venir. Et donc, c'est 90% de chute du taux de récidive quand ça fonctionne. Donc, il faut qu'on trouve plus d'outils de réinsertion. Il faut avoir toute une palette qui peut aller de l'internat éducatif. Il faut toujours des mesures éducatives. Toujours des mesures éducatives pour les petits faits de délinquance. Toujours. On peut les remettre dans le droit chemin, mais il faut agir vite et de manière exemplaire. Et c'est ça le caractère de la peine qui a une valeur, c'est quand elle est immédiate, proportionnée, elle a une valeur exemplaire. Oriane, une dernière question. Vous êtes à côté de Nicolas. Oui, dernière question de Nicolas, 26 ans, qui souhaite vous interroger sur la politique du résultat. Oui, bonjour. C'est une question pour Monsieur Claude Guéant, mais finalement, au départ c'était pour Monsieur Claude Guéant, finalement je crois que ce sera pour les deux. Vous avez dit tous les deux justement qu'on pouvait faire dire tout et n'importe quoi aux chiffres. Dès lors, comment juger à partir de vos résultats ? Oui, enfin, on peut faire dire tout et n'importe quoi, mais on ne peut pas contester les chiffres. C'est l'interprétation qui en est faite, qui est effectivement sujette à variable. Quand la délinquance chute de 17%, elle chute de 17%. Quand il y a 678 000 faits de moins, c'est 670 000. Même si on conteste sur un millier, c'est ça la tendance. Bon, c'est tout à fait clair. Ensuite, qu'est-ce qui est la politique des résultats par rapport à la politique du chiffre? Bon, je veux dire que le résultat, c'est ce que je viens de dire. Je ne sais pas très bien ce que c'est que la politique du chiffre. C'est vrai que je fixe dans un certain nombre de domaines des objectifs. Mais je ne fixe que des objectifs généraux. Je ne vais pas dire il faudra l'année prochaine avoir 10% de vol en moins. Enfin, tout ça est complètement ridicule. En revanche, je trouve que substituer, comme le propose le Parti socialiste, une appréciation intuitive, qualitative, dit-il, à l'examen des chiffres, c'est un peu audacieux, parce que je ne suis pas sûr que l'appréciation subjective remplace les chiffres, même si des enquêtes de qualité sont également nécessaires. On s'en revient sur ce point-là. Ouais. La question posée est très intéressante, parce qu'on sait très bien qu'il y a ce qu'on appelle le chiffre noir de la délinquance, ce qui n'est pas aujourd'hui révélé, qui est souvent d'ailleurs dans les cellules familiales, autour des cellules familiales, là où il n'y a pas révélation des faits. Donc c'est toujours très subjectif et très difficile. Les faits sont têtus, disait quelqu'un, et c'est vrai. Donc ça veut dire que les chiffres restent les chiffres. Pour autant, l'idée du qualitatif, l'idée de partir quand même du ressenti de la population, parce que beaucoup de chercheurs ont travaillé sur le sentiment d'insécurité, pas facile à définir, on le sait bien. D'ailleurs, l'Office national de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales a travaillé sur ce sujet de manière très intéressante. Donc c'est toujours très difficile. Il faut toujours garder, je le crois quand même, un état statistique. Il vaut ce qu'il vaut. Après, il nous permet des débats. D'ailleurs, s'il n'y en avait pas, on n'aurait pas de débat d'interprétation. Mais la vérité, c'est que c'est très difficile à définir. D'où mon idée qu'il faut associer le plus possible, notamment dans les quartiers de la politique de la ville, la population à ces objectifs, parce que eux savent, eux peuvent voir, eux peuvent dire, finalement, c'est eux qui le vivent. Et donc, c'est avec eux, je crois, qu'on peut créer ces nouveaux contrats locaux de prévention de la délinquance que je souhaite.
Très bien. On arrive quasiment à la fin de cette émission. Il y avait une actualité importante au Sénat aujourd'hui, c'était la proposition de loi sur l'Arménie. On enregistre cette émission dans les conditions du direct, mais il peut y avoir un petit décalage. Juste une seule question, et je vais vous demander de répondre en 30 secondes. Est-ce que c'était franchement utile éventuellement de faire adopter ce texte? Claude Guéant, vraiment en 30 secondes. Écoutez, il y a une initiative parlementaire. Et je dois dire que c'est l'honneur du Parlement que de se saisir de questions qui sont moralement aussi importantes. Je voudrais appeler l'attention qu'il ne s'agit pas dans ce texte de stigmatiser en quoi que ce soit quelque pays que ce soit. Il s'agit de sanctionner la dénégation des crimes qui sont visés en l'occurrence. Ça n'est rien d'autre, ça n'est pas dirigé du tout contre la pays. Se sont déterminés librement. Très bien. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci de ce débat instructif, intéressant, débat de fond, comme Public Sénat sait toujours le faire, ou en tout cas essaye toujours de le faire. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Anne-Marie Moreau, Anne-Cécile Brec, Philippe Lallemand et toutes ses équipes, et évidemment Oriane Mancini. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'À l'heure du choix.